Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Das Herz voller Sehnsucht und mancher Enttäuschung, Tränen und etwas Glück. Le 8 octobre 1937, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, annonce à la population la mort de Renate Müller, l'une des actrices les plus populaires d'Allemagne. Selon Goebbels, elle serait décédée d'une crise d'épilepsie alors qu'elle se faisait opérer à un genou après avoir chuté du 3e étage de son hôtel. 6 ans plus tard, le nom de Renate Müller revient dans les mémoires alors que les causes de sa mort sont remises en doute. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je suis très excité par l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire les recherches. Je suis tombé dans un paquet d'histoires complètement folles, des histoires que j'ai très hâte de vous partager aussi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Renate Müller, l'une des plus importantes actrices des années 30 en Allemagne. On peut facilement la comparer à Greta Garbo, Joan Crawford et toutes ces actrices hyper populaires aux États-Unis. Même qu'au sommet de sa carrière, on va littéralement la prendre en photo et copier certains styles de grandes actrices. On l'a photographiée en chapeau et en veston d'homme, ce qui est une référence directe à Marlène Dietrich, un exemple parmi des dizaines de clichés presque copiés-collés sur les mégastars américaines. Vous allez voir que sa vie et sa carrière vont prendre une tournure des plus étranges quand elle va rencontrer Adolf Hitler et devenir sa maîtresse. Je mets de gros guillemets à maîtresse, vous comprendrez pourquoi plus tard. En 1937, après plusieurs années à être la tête d'affiche du cinéma allemand, Renate meurt d'une façon très étrange. Les Allemands, le parti nazi, vont raconter une version qui n'a pourtant rien à voir avec la réalité. Les nazis vont tout faire aussi pour que Renate Müller soit oubliée de tous. Ce qui va bien évidemment donner naissance à bien des rumeurs, bien des hypothèses sur sa mort, jusqu'en 1943 quand son nom revient dans les médias. En 1943, alors qu'on tente de faire le profil psychologique de Hitler, quelqu'un va raconter une histoire complètement folle au sujet de l'actrice et du Führer. Je sens que je m'éparpille déjà un peu, vous allez comprendre, je commence tout de suite. Qui était Renate Müller et comment elle est arrivée à être la plus grande star du cinéma allemand des années 30? Renate Müller naît le 26 avril 1906 à Munich. Elle naît dans une famille tout de même assez artistique. Son père travaille pour différents journaux, imprime des affiches et est, selon plusieurs sources, un excellent musicien. Sa mère, tant qu'à elle, est une peintre de renom et on l'a dit très belle et charismatique. Un charisme que sa fille va d'ailleurs hériter. Très jeune, Renate va développer un intérêt très prononcé pour le théâtre, la musique et la littérature. À Munich, elle va prendre des leçons de chant et de danse et elle est très bonne. Puis, en 1924, sa famille et elle déménagent à Berlin où elle entre dans une école de théâtre. Jusqu'en 1929, elle va jouer dans différentes pièces. On la retrouve parfois dans un premier rôle et la production suivante, elle se retrouve au rang des figurantes. Une carrière au théâtre qui peine à décoller quand même. Mais en 1929, elle commence le cinéma et c'est le choc. Instantanément, Renate Müller devient une grande star de l'écran. À l'arrivée des années 30, le cinéma allemand est déjà teinté d'une certaine saveur de propagande. En 1930, les films ne discriminent personne. On ne parle pas des Juifs, on mentionne seulement que le peuple allemand est plus fort, plus grand, plus beau, plus intelligent que les autres peuples. Rien de très choquant, c'est un cinéma très nationaliste.
Mais rapidement, avec la montée de Hitler et du nazisme, ça va prendre une tournure plus sombre. Dans les années 30, les grandes stars du cinéma allemand doivent leur popularité aux films de propagande. Tant qu'elles acceptent de servir le régime nazi, elles resteront au sommet. C'est le régime nazi qui décide qui est une grande star et qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Par contre, si ces stars changent d'opinion, elles sont oubliées ou même envoyées dans des camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas d'ailleurs de l'acteur Kurt Jorgen, le Cary Grant de l'Allemagne, qui passe les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration. Vous comprenez que Renate arrive dans le monde du cinéma alors qu'il est sur le point de basculer. En 1932, le public s'est attaché à Renate Müller et à Marlène Dietrich, mais l'une d'elles va abandonner l'Allemagne. Dietrich, qui est aux États-Unis déjà en 1932, voit le nazisme monter et elle n'aime pas ça du tout. Elle ne rejoint pas la pensée hitlérienne. Elle décide de rester aux États-Unis au grand malheur d'Hitler, qui va d'ailleurs détester Marlène Dietrich par la suite. Les Allemands se retrouvent alors avec Renate Müller qui devient la plus grande star du pays. Pour le régime nazi, elle est parfaite. Elle représente l'idéal féminin. Elle est blonde aux yeux bleus magnifiques, mince et très charismatique. Joseph Goebbels, futur ministre de la propagande, comprend qu'il y a beaucoup à faire avec cette jeune actrice. Renate apparaît alors partout. Elle fait la couverture des magazines, des journaux et ses photos sont affichées en format géant à l'entrée des cinémas. Toujours en 1932, Joseph Goebbels la convoque et lui propose de devenir le visage de la propagande antisémite. Le contrat lui offre des centaines de milliers de dollars, des privilèges comme une maison à sa disposition, une voiture de luxe et une tonne de scénarios de films antisémites. Elle a évidemment le plaisir de pouvoir choisir le film qui lui plaît le plus. Renate, à la surprise de Goebbels, refuse. Elle ne veut pas devenir le visage du nazisme. Le rôle sera finalement accepté par Zara Leander, dont j'ai fait un épisode complet si ça vous intéresse. Mais pourquoi Renate Müller a-t-elle refusé cette offre très avantageuse? En 1932, Renate Müller est la plus grande actrice de l'Allemagne. Son visage est idolâtré par des centaines de milliers d'Allemands, ses films sont des succès au box-office. Adolf Hitler, qui est un amoureux du cinéma, voit en elle le futur visage de la propagande nazie. Il demande alors à Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, d'offrir un contrat à Müller. L'actrice reçoit donc la proposition de devenir le visage du nazisme, mais elle refuse. Renate a une raison bien précise. Elle est amoureuse secrètement d'un juif. Il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre. Au début des années 30, Renate rencontre George Deutsch, un directeur d'une firme électrique allemande. Rapidement, leur amitié se transforme en une relation amoureuse passionnée. Hélas, ça va pas durer très longtemps puisque Hitler gagne constamment du terrain avec ses idées et sa haine envers les Juifs qu'il décrit comme un véritable poison à la terre. Deutsch prend alors la décision de quitter l'Allemagne pour l'Angleterre afin d'assurer sa sécurité. Il doit laisser derrière lui Renate dévastée qui, elle, ne peut pas quitter le pays puisqu'elle est très attachée à sa carrière allemande. À ce moment-là, elle est presque au sommet.
Ce départ de l'Allemagne ne marque pas par contre la fin de leur relation. Ils s'écrivent régulièrement et Renate rend visite à l'occasion à George en Angleterre. Elle apparaît même dans 2 films anglais qui connaîtront malheureusement peu de succès, rien pour convaincre Renate de quitter l'Allemagne. Dutch et l'actrice continueront à se fréquenter jusqu'à la mort de Renate. Jusqu'en 1936, Renate apparaît dans un peu moins d'une vingtaine de films, la plupart de grands succès. À l'occasion, on lui propose un scénario antisémite, mais elle refuse toujours les propositions. Elle refuse de jouer dans des films de propagande nazie. Il n'y a aucune place même à la négociation. Au fil des années, le visage magnifique de Renate Müller apparaît encore et toujours partout. Elle est dans les radios, elle est interviewée par tous les journaux de l'époque, on lui demande comment elle fait pour être aussi belle et elle devient une icône, un symbole de beauté. L'idéal féminin, c'est Renate Müller. Mais à partir de 1936, les interventions à la radio cessent lentement et peu à peu on ne voit plus l'actrice. Le 7 octobre 1937, elle chute du 3e étage d'un hôtel. On l'emmène d'urgence à l'hôpital où elle décède. Le lendemain, Joseph Goebbels annonce aux Allemands qu'ils ont perdu la plus grande star du pays. Renate Müller est décédée à 31 ans d'une violente crise d'épilepsie alors qu'elle se faisait opérer à un genou. Même si c'est la plus grande star du pays, le parti de Hitler interdit à la presse de parler de la mort de Renate. On demande de faire le strict minimum qui se résume à un petit carré dans les journaux. Renate Müller n'est plus. À l'international, c'est le contraire. La presse est remplie de pages sur l'actrice. On y raconte sa fulgurante carrière grandiose, on parle de sa beauté, de ses talents à l'écran et de sa grande notoriété. En Allemagne, les bobines de ses films sont récupérées par les nazis, tout comme ses affiches, ses photos et ses biens personnels. À peine 2 jours après sa mort, Renate Müller n'est plus qu'un souvenir dans la tête des Allemands. Le parti nazi fera tout pour effacer l'existence de l'actrice. Rapidement, on l'oublie, certaines personnes ne savent même pas que la jeune actrice de talent est décédée. Mais pourquoi Joseph Goebbels et Adolf Hitler tentent d'effacer toute trace de vie de Renate Müller? Il faut attendre 1943 pour en savoir un peu plus et découvrir que la mort de la célèbre actrice est plus que mystérieuse. En 1943, la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Depuis plus de 4 ans, Adolf Hitler et son régime nazi fait régner la terreur dans l'Europe. Des Juifs sont exterminés dans les camps de concentration et ceux qui survivent sont dans des conditions atroces. Affamés, battus, vivant dans des conditions d'hygiène atroces, ils vivent un véritable enfer. Mais en 1943, on aperçoit les premières lueurs d'espoir. Les nazis perdent du terrain, de l'influence et dans ses bureaux, Hitler comprend que les prochains mois seront cruciaux. Le nom de Renate Müller, autrefois une grande star du grand écran, est oublié de tous. Plus personne ne se souvient d'elle depuis sa mort en 1937. Dans le bureau des services stratégiques, le OSSS en anglais, on tente de faire le profilage de Adolf Hitler. Le profilage est au début des années 40 une nouvelle technique afin de comprendre une certaine partie d'une population ou d'un individu sans le connaître, sans lui poser de questions. On fait appel à des psychologues pour examiner le comportement à distance d'une personne, ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il réagit à certains événements afin de bâtir un profil psychologique précis. C'est ce qu'on fait avec Adolf Hitler. On fait appel à plus d'une dizaine de psychologues, quelques psychiatres et à des personnes ayant fréquenté le Führer.
Petite parenthèse avant de continuer, la conclusion de ce profilage est que Adolf Hitler ne gagnera pas la guerre. La seule solution qu'il voit pour sortir vainqueur, entre guillemets, de ce conflit, c'est le suicide. Ils avaient pas tort, fin de la parenthèse. Comme je disais, on fait appel à des personnes qui ont fréquenté le dictateur. Parmi ces personnes, il y a le directeur de film allemand, Alfred Sessler, ayant fui son pays lui aussi dans les années 30. Sessler a côtoyé Adolf Hitler très souvent. Le Führer se rendait très souvent sur les plateaux de cinéma pour rencontrer les acteurs et voir des petits aperçus des prochaines productions. Amoureux de cinéma, il aimait l'ambiance survoltée des studios. Mais le producteur allemand raconte aussi qu'il était en charge d'amener des actrices à Hitler. Sessler raconte qu'il convoquait dans son bureau de jeunes actrices ou parfois des stars établies et leur demandait de se rendre chez le dictateur et de passer la soirée avec lui. Le bureau des services stratégiques, intrigués par cette pratique, vont questionner l'homme. On lui demande si Hitler avait une actrice préférée, une femme de compagnie préférée. Sans hésiter, le producteur répond que oui. Il sort alors de sa poche de veston une petite photo. Il la pose sur la table et les enquêteurs sont subjugués. Ils ont devant eux une photographie sur laquelle une femme magnifique, en robes élégantes, s'y trouve. Dans le bureau des services stratégiques règne alors un drôle de silence. Un silence brisé soudainement par Sessler qui, reprenant sa photo, dit « Elle s'appelait Renate Müller ». Mais qui est cette Renate Müller que personne, mis à part le producteur allemand, connaît? Rapidement, l'homme mentionne quelques films de l'actrice, raconte comment elle est devenue la plus grande actrice de l'Allemagne, mais aussi le symbole de la perfection féminine. Puis on se souvient d'elle vaguement. Les enquêteurs reviennent au bout de longues minutes à leur travail et interrogent Sessler sur la relation qu'avait Müller avec le dictateur. Ce que l'homme va leur raconter est incroyable et les enquêteurs ont de la misère à y croire. Selon Adolf Sessler, il a convoqué Renate Müller dans son bureau en 1936. Il avait déjà à plusieurs reprises rencontré la célèbre actrice et avait tissé avec elle une belle relation d'amitié. Müller arrive dans le bureau du producteur vêtu d'un manteau de fourrure et d'un chapeau anglais, chapeau qu'elle avait ramené de Londres où elle retrouvait secrètement George Deutsch. L'actrice ne comprend pas pourquoi le producteur l'a convoquée dans son bureau dans un cadre aussi sérieux. Sessler se met à lui expliquer qu'elle a un grand fan, son plus grand fan en fait, qui réclame des photos signées. Il lui tend alors une pile de photos d'elle, photos qu'elle signe. Quand elle demande à quel nom elle fait les autographes, elle est subjuguée. Adolf Hitler, le Führer en personne. Pendant qu'elle signe une à une les nombreuses photos, Sessler lui demande si elle accepte de se rendre chez le dictateur et de passer la soirée avec lui. À ça, Renate lui demande si elle a accouché avec lui. Le producteur lui répond qu'il ne sait pas. Il a envoyé des dizaines de jeunes actrices au Führer sans qu'il ne sache quelles étaient les conclusions de ces soirées. Mais Sessler mentionne que Hitler lui a demandé de la convaincre de venir passer la soirée avec lui. C'est son plus grand fan. Renate accepte l'invitation. Mais le lendemain, elle surgit à nouveau dans le bureau de Sessler. Cette fois-ci, elle est furieuse. Müller explique qu'elle a passé la pire soirée de sa vie. Pendant toutes ces heures passées avec le Führer, jamais il ne s'est intéressé à elle. Ils n'ont pas parlé de cinéma, de films ou d'elle-même. Hitler a passé la soirée à gesticuler et déverser sa haine envers les Juifs, à parler de guerre et de différents moyens de torture. Sessler, lui, a reçu une toute autre version de la soirée. Hitler s'est bien amusé. Il a aimé la compagnie de l'actrice et l'invite à nouveau le soir même. Renate accepte d'y retourner, mais avec la ferme intention de le séduire. Une fois de retour chez le Führer, Renate comprend que l'homme est plus séducteur. Il y a un certain jeu de séduction qui s'installe jusqu'à ce que Hitler se lève et se remette à parler de torture, de guerre et des Juifs. Ce sera comme ça pour un certain moment. Müller passe des soirées entières à écouter Adolf Hitler et à être plus que malaisée quand il parle négativement des Juifs, elle qui aime un Juif depuis si longtemps.
Jusqu'au jour où Renate Müller arrive au studio de Zessler dans un état des plus étranges. Elle fait les 100 pas dans le bureau et elle parle sans cesse. Son discours est incompréhensible. Au bout de plusieurs minutes, le producteur réussit à calmer l'actrice, à l'asseoir, lui donne un verre d'eau. Une fois calmée, elle se remet à parler. Ce qu'elle va lui raconter est invraisemblable. Renate raconte que la veille, elle a été appelée une nouvelle fois chez Hitler. Une fois sorti de table, l'homme s'est montré très envieux envers l'actrice. Ils se sont dragués et alors qu'elle était en train de se déshabiller, elle a vu Hitler se mettre nu à genoux devant elle. Il a alors tendu ses mains vers elle comme s'il la suppliait et lui a demandé de lui donner des coups de poing puis des coups de pied. Devant cette scène, qu'elle peine à croire réelle, Renate ne comprend pas, elle ne dit rien. Hitler a alors redemandé à l'actrice de le frapper. Au bout de plusieurs secondes, elle s'est finalement exécutée, lui donnant de violents coups de pied. Après un moment qui lui a semblé interminable, le Führer s'est relevé, s'est rhabillé et a remercié Renate pour la soirée qu'il dit mémorable. Renate explique au producteur qu'elle a accepté de frapper Hitler parce qu'après tout, c'est le Führer, c'est le dirigeant du pays. C'est son maître et elle, allemande fidèle, lui doit royauté et doit exercer ses souhaits. Si au moment où Zessler raconte cette histoire en 1943, ça semble complètement fou, voire une histoire pour discréditer davantage l'image d'Adolf Hitler, aujourd'hui, on sait que c'est probablement véridique. En 1943, on n'avait aucune idée des penchants plus sadomasochistes de Hitler. Aujourd'hui, en découvrant certaines lettres des femmes ayant côtoyé le dictateur, on a découvert une facette de sa vie intime parfois très violente. Hitler aimait les coups, il aimait devenir un peu l'esclave de ses maîtresses. Ce qu'a raconté Renate Müller ressemble à d'autres témoignages. Mais devant les visages bouche bée des enquêteurs, le producteur allemand n'avait pas terminé sa déclaration déjà très sensationnaliste. Il affirme que par la suite, jusqu'à la mort de l'actrice, Hitler a fait de Renate Müller sa maîtresse de prédilection. Hitler aurait demandé à Zessler de redemander à l'actrice de devenir le visage de l'antisémitisme. Croyant que venant d'un ami, elle accepterait, mais non, elle refuse toujours. La déclaration d'Alfred Zessler se termine ainsi. C'est ici aussi que la vie de Renate Müller devient des plus étranges. À la fin de l'année 1936, Renate Müller est devenue la maîtresse préférée d'Adolf Hitler, dictateur d'Allemagne qui fera bientôt régner un climat de terreur. Le Führer invite régulièrement Müller, son actrice préférée et méga star du cinéma allemand, chez lui pour des soirées qui se terminent parfois avec des jeux sexuels violents, selon les désirs de Hitler. Au début de l'année 1937, le Führer demande à Alfred Zessler, producteur allemand et ami de Müller, de proposer à l'actrice de devenir le visage du nazisme. Elle refuse pour une nouvelle fois. Dans le passé, Renate a souvent refusé ce rôle. Elle ne peut pas aimer secrètement un juif et être le visage d'un parti qui souhaite l'extinction des juifs. Le cinéma allemand en 1937, 36 et 37 commence à être de plus en plus antisémite. Et on voit apparaître dans les films des comparaisons peu élogieuses des Juifs avec des rats, entre autres. On donne vraiment une image très négative des Juifs. Renate Müller, qui refuse de jouer dans des films de propagande nazie, voit sa carrière se ternir lentement.
Les offres ne s'accumulent plus et elle finit par ne plus tourner, mais elle reste toujours très présente dans la vie médiatique. Mais en 1937, Joseph Goebbels, ministre de la propagande, et Adolf Hitler trouvent ces refus plus que suspects. Ensemble, ils décident de mettre la Gestapo sur le cas de Renate Müller qui a forcément quelque chose à cacher. Petit rappel ici, la Gestapo, c'est la police secrète de l'État nazi. Elle avait pour but d'espionner et éventuellement démasquer des espions alliés infiltrés dans le parti nazi. Souvent, les pauvres espions alliés étaient par la suite tués ou emmenés dans des camps de concentration. Goebbels et Hitler font donc surveiller la plus célèbre actrice d'Allemagne. Pour eux, ça va porter fruit. À l'été 1937, Renate quitte Berlin où elle réside pour gagner Paris. Là, elle retrouve son amour George Deutsch, un juif qui a fui l'Allemagne au début des années 30. Bien qu'il ne soit jamais retourné dans son pays, Renate et George sont restés en amour et l'actrice visite à l'occasion George. Ils entretiennent aussi une correspondance enflammée et espèrent pouvoir vivre ensemble un jour. Le couple se retrouve à Paris, comme je le disais, en 1937. Ils prennent de longues marches à travers la ville de l'amour et passent un excellent moment. De retour à Berlin, à peine est-elle arrivée chez elle que Renate reçoit un ordre de convocation chez Hitler. Elle croit que le dictateur veut la voir pour passer une nouvelle soirée en sa compagnie. Mais dès qu'elle entre chez Hitler, elle comprend que l'ambiance n'est pas la même. Elle est escortée par un militaire jusqu'au bureau du Führer. Là, elle le retrouve derrière son bureau, seule, la tête plongée dans ses papiers. Elle s'assoit devant lui et pendant plusieurs minutes, elle reste là à attendre. Hitler ne lui donne aucune attention et elle se demande même s'il a remarqué qu'elle était rentrée. Soudainement, Hitler se redresse, regarde l'actrice droit dans les yeux et sort de l'un de ses tiroirs une enveloppe. Il se lève d'un coup et se met à crier. Il accuse l'actrice de l'avoir trahi avant de sortir de l'enveloppe une dizaine de photos qu'il lui lance au visage. Renate ne comprend rien. Elle prend une photo tombée sur le bureau et comprend tout. Pendant son séjour à Paris, elle a été suivie et photographiée avec George. Le dictateur frappe sur son bureau, il est dans une colère noire envers l'actrice, son actrice préférée. Pétrifiée, Renate ne sait pas quoi faire. Elle ne peut pas bouger, elle n'arrive même pas à dire un seul mot, un seul son. Après plusieurs minutes, le Führer finit par se calmer, s'écroule sur son bureau et se met à pleurer. Il déclare à l'actrice qu'il n'y arrive pas. Il ne peut pas la détester, bien qu'elle soit en amour avec un juif. Il l'admire trop. Ne sachant pas quoi dire, Müller est muette devant cette scène invraisemblable. Hitler finit par se redresser, les yeux rougis par les larmes, et fait promettre à l'actrice de ne plus jamais revoir George. L'actrice aurait pu quitter l'Allemagne à ce moment-là pour retrouver George Deutsch. Mais elle tient trop à sa carrière et est persuadée qu'elle peut recommencer à tourner prochainement. Elle choisit donc de rester auprès des Allemands. Elle reste dans son pays même si elle comprend qu'elle peut être accusée puis jugée de trahison envers le Führer. Elle pourrait aussi être envoyée dans un camp de concentration si elle revoit son grand amour. Pour faire taire les soupçons, elle accepte de tourner Tauger, un film antisémite de la pure propagande nazie. Ce sera son dernier film. En octobre 1937, elle fait un voyage express vers Monte-Carlo où elle retrouve George et lui fait ses adieux. Elle n'explique pas la raison de ses adieux, déchirants, et regagne Berlin rapidement. Une fois de retour, elle comprend qu'elle est espionnée, épiée. Des hommes en complet, parfois des militaires, sont postés devant chez elle, la suivent dans les rues discrètement. Des papiers, des lettres, des objets bougent chez elle lorsqu'elle est absente. On lui fait comprendre qu'elle est sous surveillance. Craignant pour sa sécurité, Renate sort de chez elle tard le soir, habillée différemment, déguisée parfois, et gagne des hôtels parfois miteux pour se sentir plus en sécurité. Le 7 octobre 1937, Renate Müller tombe du 3e étage d'un hôtel où elle passait la nuit. Si Goebbels explique qu'elle est décédée d'une crise d'épilepsie, plusieurs années après sa mort, des langues se dénient.
En 1943, quand Alfred Zessler fait sa déclaration, il remet le nom de Renate Müller en première page des journaux. Certains redécouvrent l'actrice et sa mort fait parler. Plusieurs trouvent que les circonstances sont mystérieuses et surtout son corps est introuvable. Après la Seconde Guerre mondiale, on découvre que les nazis ont pris le corps et l'ont enterré dans un endroit secret qui reste encore en 2023 inconnu. Si on remonte en 1937 au moment où Renate Müller décède, Goebbels déclare qu'elle est morte d'une crise d'épilepsie durant une opération. Mais déjà en 1937, dans le clan rapproché de Hitler, on n'y croit pas. On raconte que l'actrice s'est suicidée. Une hypothèse qui est soutenue par les proches du dictateur, mais par ceux de l'actrice aussi. Dans l'entourage intime de Hitler, on raconte qu'elle s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression d'être maîtresse du Führer. Après que Hitler ait découvert sa trahison d'être amoureuse d'un juif, le poids aurait été trop lourd à porter. Elle aurait eu peur des réprimandes et tout ça mélangé ensemble a provoqué une dépression nerveuse qui a mené à son suicide. Si on regarde dans la vie d'Adolf Hitler, il y a plusieurs femmes qui se sont enlevées la vie aussi. Tout commence au début des années 30 quand sa jeune nièce de même pas 20 ans se suicide. Selon les historiens, elle aurait été en amour avec son oncle qui l'aurait poussée au suicide. S'ensuit un peu moins d'une dizaine de femmes qui s'enlèvent la vie de façon parfois très violente pour l'amour de Hitler ou du moins se faire pardonner. L'entourage de Müller, bien que sceptique concernant le suicide, y croit un peu. Sa famille et ses amis témoignent que dans les derniers jours, l'actrice était très inquiète et nerveuse. Elle craignait pour sa vie, craignait pour sa propre sécurité, mais aussi celle de sa famille et plus particulièrement celle de George. Elle avait une grande peine de voir sa carrière se diriger vers les films de propagande nazie. Elle n'acceptait pas d'avoir tourné dans Tauger et craignait la suite. Mais comme je le disais, après la Seconde Guerre mondiale, l'hypothèse du meurtre est apparue et elle est très intéressante. On le sait, Adolf Hitler n'a jamais tué quelqu'un de ses propres mains. Il a fait exécuter des personnes et est derrière l'un des plus gros massacres de masse de l'histoire. Mais dans les faits, il n'a jamais tué personne. Certains ont avancé qu'il aurait pu demander la mort de Renate Müller. Là, vous allez me dire pourquoi Hitler aurait demandé l'assassinat de son actrice préférée de la plus grande star du cinéma allemand. Faut pas oublier, Renate Müller était au courant des penchants peu communs et violents de Hitler. Ça aurait pu être un problème à un certain moment si elle avait parlé ou décidé de rendre la vie plus difficile au dictateur. Après, elle était peut-être au courant de certains secrets de guerre. En 1937, la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore déclarée, mais ça s'en vient, et tout le monde la voit venir. Est-ce que Hitler aurait trop parlé devant l'actrice, en aurait trop dit, et elle était au courant de certaines faiblesses de l'armée allemande? On peut se poser la question aussi, Adolf Hitler se serait-il senti trahi par l'amour secret de Müller au point de vouloir sa mort? C'est une question qui se pose. De mon côté, je pense que oui. Je crois que c'est possible. Hitler était peut-être très en colère et aurait demandé l'exécution de l'actrice. Il a commandé sa mort, comme il le fera plus tard avec des officiers de qui il était très proche pendant la guerre. Certains historiens avancent cette hypothèse et soutiennent un scénario à partir de témoignages. En 1937, des officiers allemands écoutent plus d'une dizaine de personnes qui racontent tous la même chose sans être consultés. Des témoignages qui vont être cachés puis oubliés jusqu'en 1943 quand la mystérieuse mort de Renate Müller est remise au grand jour. Selon ces personnes, clients du même hôtel que l'actrice, ils auraient vu des agents de la Gestapo arriver tard en soirée du 7 octobre 1937. Ils seraient rentrés dans l'hôtel, n'auraient parlé à personne et se seraient dirigés vers une chambre précise. Il n'y avait aucune hésitation dans leur déplacement. Ils savaient exactement où ils allaient. Une fois entrés dans la chambre, plusieurs personnes ont entendu des bruits de lutte pendant quelques secondes avant d'entendre un bruit très sourd, comme si quelque chose de très lourd ou quelqu'un serait tombé au sol.
Par la suite, ils ont entendu l'actrice tomber de son balcon, puis elle a été déclarée morte. Les agents de la Gestapo aperçus à l'hôtel seraient tous sortis par la porte arrière de l'établissement. Tout ça se passe en moins de 5 minutes. C'est extrêmement rapide. Les agents de la Gestapo aperçus savaient ce qu'ils faisaient, tout était déjà planifié. Une version des faits très étrange qui ajoute une part de mystère. Est-ce que Renate Müller s'est réellement suicidée ou a-t-elle été assassinée par la Gestapo à la demande de Hitler? Nul ne doute que Renate Müller a intimement connu Adolf Hitler. Par contre, le doute s'impose quand on pense à sa mort, toujours voilée de mystère. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.